Chef de la diplomatie française et allemande, Jean-Noël Barrot et Annalena Baerbock ont rencontré aujourd'hui le nouveau dirigeant syrien Ahmed al-Shara'a à Damas. C'est le premier échange entre des responsables occidentaux et le régime en place depuis la chute de Bachar al-Assad. Ahmed al-Shara'a a pris le pouvoir en Syrie le 8 décembre dernier. D'aucuns restent circonspects quant à ce chef d'État qui se dit islamiste repenti et qui prône un islam d'ouverture. En tout cas, en attendant, les discussions se sont bien déroulées et visent à promouvoir aussi le rôle de la France dans une Syrie stable et apaisée, tout en soulignant l'importance des démarches diplomatiques pour la reconstruction et la paix dans la région du Moyen-Orient. Alors, plus généralement, parlons vrai. Emmanuel Macron a échoué sur de nombreux dossiers internationaux, rendus difficiles, il est vrai, par des chefs d'État incontrôlables. La France voit son influence s'évaporer en Afrique, en Europe, en fait, un peu partout dans un monde en souffrance. Il fallait que nous vous posions cette question. La voici, Judith Belair, la question. Visite du ministre des Affaires étrangères du coup en Syrie. Est-ce que la France, selon vous, peut renforcer son rôle sur la scène internationale? Vous dites toujours non. La tendance était plutôt tranchée. 95, d'accord. Et pour en parler, on est avec Omar Youssef Souleymane, qui est journaliste, poète et écrivain syrien et français, au dernier livre que je vous recommande à tous, Être français chez Flammarion. Bonsoir Omar. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, bienvenue à vous. Merci. Une première question peut-être pour vous, Omar Youssef Souleymane. Cette visite, alors avec bien sûr le ministre des Affaires étrangères française, mais aussi allemande, elle revêt un enjeu considérable pour l'avenir de la Syrie, mais plutôt et plus généralement l'équilibre autour de la Syrie, de la région. Évidemment, c'est une visite extrêmement importante, surtout que les relations entre la Syrie et la France a été officiellement coupées depuis 2012, vous voyez. Donc là, c'est des nouvelles relations, une nouvelle diplomatie, mais tout dépend de la réalisation de HTS, des principes de la révolution syrienne. Il ne faut toujours pas oublier que cette révolution a été déclenchée pour un état de droit, pour la liberté d'expression et pour l'égalité entre les Syriens et surtout les minorités syriennes. Donc aujourd'hui, on a vu le ministre de l'extérieur français. Il a rencontré les prêtres à Damas, par exemple. Il les a rassurés. Il a rencontré Ahmed al-Shara'a. Je pense qu'il faut toujours être très prudent vis-à-vis à HTS. Alors, on va rappeler ce que c'est HTS. Allez-y, Souleymane. Expliquez aux auditeurs ce que c'est. HTS. Oui. HTS, c'est Jabhat Tahrir al-Islam. C'est le front. C'est le front de libération, c'est ça? Ouais. En fait, c'est le front, si vous voulez. Ahmed al-Shara'a, il a créé HTS il y a quelques années. Il a changé le nom de Jabhat al-Nusra. Auparavant, c'était une branche de Al-Qaïda. C'était un mouvement djihadiste. Ahmed al-Shara'a, il est aussi un djihadiste. Il ne faut toujours pas oublier ceci. Lui et ses conseillers. Il a changé le nom en essayant de rendre ce mouvement plus moderne, si vous voulez, afin qu'il soit enlevé de la liste des mouvements terroristes dans la scène internationale. Voilà. Françoise Degois, est-ce qu'on peut y croire à ces engagements d'Ahmed al-Shara'a pour promouvoir un islam d'ouverture? Alors, je rappelle que nous parlons de Joulani, en fait, parce que la plupart de nos auditeurs le connaissent sous le nom de Joulani. Oui, et la traduction, c'est plus HTC aussi. Bien sûr, bien sûr. France. Ce que je voulais dire, Omar, j'ai le sentiment quand même, vous êtes plus grand spécialiste que moi. Moi, je connais bien cette région, mais pas de façon aussi pointue que vous. J'ai quand même le sentiment qu'en tout cas, il donne tous les gages. J'ai le sentiment que la visite qui a été faite et organisée par l'Arabie Saoudite il y a quelques jours est aussi extrêmement importante pour l'équilibre de la région. J'ai entendu un certain nombre de déclarations de Joulani, y compris sur Israël, en disant que pour le moment Israël n'était pas leur problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc mon sentiment, c'est que il envoie en tout cas des messages d'équilibre et que la chose la plus grave qui pourrait arriver à Joulani, en réalité, c'est la lutte à l'intérieur de l'ensemble des mouvements djihadistes qui ne veulent pas justement de cette modernisation. Est-ce que c'est pas ça le vrai sujet, en fait? C'est exactement ça. Il ne faut pas oublier non plus que Joulani est extrêmement pragmatique. C'était la raison pour laquelle il a changé
le mouvement de ce mouvement. À l'instant, il est au pouvoir et il ne faut pas oublier non plus que la situation économique en Syrie est extrêmement grave. Donc il a besoin de tout le monde. Il a besoin de l'Arabie Saoudite, il a besoin de l'Europe, etc. Donc c'est un message de rassurance. Il ne faut pas les prendre au sérieux. Ce qu'il compte, ce qu'il fait, c'est pas ce qu'il dit, parce qu'on ne peut pas faire confiance à un islamiste. D'ailleurs, le premier mot qu'il a déclaré à la suite de la chute de Boucher de Damas, Bachar el-Assad, il a parlé d'un état divers, de la diversité syrienne. Donc je pense qu'un islamiste qui parle de la diversité, c'est comme un imam qui dit athée, ça n'existe pas. Donc lui, il a deux choix. Soit il va s'imposer un état islamique en Syrie, et je pense, et j'en suis sûr et certain que ceci est sa volonté, lui et HTS ou HTC ou tout ce que vous voulez, soit il va, et dans ce cas, il va perdre une bonne partie des joueurs politiques dans le monde entier, soit il va vraiment va encadrer les autres mouvements djihadistes en Syrie. Et il va être soumis à la volonté internationale. Il ne faut pas non plus oublier que c'est très très important. Il n'est pas seul en fait en Syrie. Il y a d'autres mouvements djihadistes. On a aujourd'hui par exemple l'armée syrienne nationale qui appartient directement à la Turquie. On a des djihadistes étrangers, y compris des Français. Donc il faut avoir vraiment beaucoup de travail pour encadrer ces gens. Et c'est effectivement tout l'enjeu de cette visite. Alors on rappelle la question, visite du ministre des Affaires étrangères en Syrie. La France peut-elle renforcer son rôle sur la scène internationale? Le point de vue, Philippe Bilger. Je crois que de toute façon, elle fait bien d'aller là-bas, en Syrie. Mais pour commenter un peu ce qu'a dit notre invité, moi, comme toute personne qui ne connaissait pas à fond, évidemment, le labyrinthe syrien et les complexités des relations là-bas, j'ai été d'abord habité par un espoir fragile, évidemment, en me disant qu'après le boucher, comme on vient de le qualifier, quelque chose pouvait représenter une forme d'aurore, donc fragile, et en même temps une sorte de pessimisme un peu foncier à l'égard des mauvaises surprises qu'on a eues trop souvent dans cette région. J'aimerais savoir, Omar, si vous le permettez, quel est votre point de vue? Est-ce que vous pensez vraiment que le pessimisme un peu structurel doit s'effacer au profit d'un espoir qui ne serait plus aussi fragile que le mien au début? Je pense on peut garder l'espoir, on peut être optimiste, tout en être extrêmement vigilant et prudent et sans arrêter à mettre HTS, à mettre la pression à HTS, parce que ces gens, il ne faut jamais rester tranquille. Une fois tranquille, rappelons ce que s'est passé en Afghanistan. Évidemment, il n'y a pas de comparaison entre la société afghane et la société syrienne. En Syrie, on a beaucoup de diversité, on a des communautés, on a des alaouites, les chrétiens, on a des communautés ethniques, etc. Mais talibans, une fois qu'ils ont appris le pouvoir, et rappelons aussi ce que s'est passé en 1979 avec Khomeini. Au début, ils ont rassuré tout le monde. Ils ont parlé d'un état de droit et une fois au pouvoir, ils ont renversé tout leur, ils ont effacé toutes leurs paroles et ils sont devenus une dictature. Donc je pense qu'on peut être optimiste à une seule condition. Si les joueurs en Europe et dans la région imposent leur contrôle contre Jolani. Et aussi d'autres raisons, je termine là-dessus. Je pense que personne au Proche-Orient, ni la Turquie, ni l'Irak, ni Israël, a envie d'avoir un État islamique en Syrie ou avoir le chaos en Syrie, parce que ceci va déclencher un chaos partout, vous voyez. Bien sûr. Parce que la Syrie, c'est au centre de tous ces pays. Et d'ailleurs, Omar, c'est aussi pour ça que la France se place, pour éviter ce chaos dont vous nous parlez. D'ailleurs, Geoffrey Carvalino, notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a tweeté qu'en Syrie, nous voulons favoriser une transition pacifique et exigeante au service des Syriens et pour la stabilité régionale. J'ai envie de dire, est-ce que c'est notre rôle? Oui, c'est le rôle de la France, parce que dans cette région du monde, la France a une voix qui est écoutée. Par exemple, là, on vient d'avoir le cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Et donc ça, on le doit aussi au poids de la diplomatie française. Il y a quelques jours, on avait également les deux ministres, donc M. Barrot et M. Lecornu des armées, qui sont allés sur place au Liban avec la force FINUL. Donc on voit l'importance. Et puis, à un moment donné, il y a eu des coupures de relations diplomatiques entre la France et la Syrie par le passé. On se souvient de l'épisode de
de 2005 avec le Premier ministre libanais assassiné où Jacques Chirac avait pris la décision de couper les relations diplomatiques. Ensuite, Nicolas Sarkozy avait peut-être fait en sorte de reprendre le dialogue avec la Syrie. Et puis, on a eu ce qui s'est passé en 2011-2012 qui a fait que, à la fois... Non, d'abord, en 2012, c'est Barack Obama qui nous lâche. Bien sûr, mais parce à un moment donné, quand Bachar el-Assad a commis les crimes bien sûr, il fallait le frapper. Il fallait rompre. Et à ce moment-là, c'est dommage que les États-Unis, avec Barack Obama, nous aient lâché en plein vol. Et lâché en plein vol. Et aujourd'hui, on est dans une situation inédite parce que je pense que pas beaucoup s'attendaient à la chute comme celle-ci de Bachar el-Assad. Et donc là, maintenant, il faut voir et je pense prendre en fait les faits, pas croire les paroles, mais prendre les faits. Et c'est normal que la diplomatie française aille parce que la France a un rôle à jouer là-bas, juger par elle-même, prendre des relations diplomatiques, économiques. Regardez, et puis surtout, il y a encore des poches de l'État islamique en Syrie, de Daesh, ceux qui nous ont attaqués il y a 10 ans en plein cœur. Et d'ailleurs, la France a bombardé pas mal aussi de réserves sur les frontières. Et d'ailleurs, Sébastien Lecornu a même tweeté et expliqué ce que la France est en train de faire. Et on continue en fait de lutter contre l'État islamique, contre les djihadistes, contre tous ceux qui sont radicalisés et qui veulent en fait mettre fin à nos valeurs. Et donc, c'est pour cela que la France doit nouer ses liens. Et maintenant, faudra prendre sur les actes et le faire en patience. Et puis, il faudra être aussi vigilant. Et la France, elle a sa voix pour les minorités, pour les valeurs de la démocratie. Et donc, là aussi, on a un vrai rôle à jouer. C'est pour cela que toutes les diplomaties locales demandent que la France joue son rôle. C'est l'objet de notre question. Filons 0826 300 300. Béranger, notre auditeur fil rouge, est avec nous. Béranger, cette présence de la France sur la scène internationale, vous y croyez à un retour, on va dire, parmi les pays les plus influenceurs? Dans un monde parallèle, oui, j'y crois. Dans le vrai monde, non, j'y crois pas. C'est surtout l'élection et le positionnement de Trump quand celui-ci aura pris le pouvoir à la Maison Blanche et sera intronisé, qui fera la différence. Là, en réalité, on a été tellement affaibli depuis, je dirais, une dizaine d'années, en particulier sous l'ère Sarkozy, qui a notamment réintégré le commandement de l'OTAN, qu'on a toujours été aligné sur les positions washingtoniennes. Et que par conséquent, la France, elle n'a plus une voix totalement indépendante comme ça ce fut l'époque dans les années... il y a une dernière salve avec le discours de Villepin à l'ONU, évidemment, et c'était vraiment la salve d'honneur. Maintenant, on est redevenu très faible, et Macron, on est redevenu d'autant plus faible que Macron a détricoté la diplomatie française depuis qu'il est à l'Élysée. On va mettre des années à reconstruire et à retrouver une crédibilité auprès des partenaires internationaux, des instances internationales. Moi, je suis d'accord avec Béranger sur le détricotage du Quai d'Orsay. Vous savez que on avait quand même une des plus belles diplomaties du monde avec les Britanniques. On a toujours l'habitude de dire que vraiment la diplomatie française est exceptionnelle et dans la formation, que ce soit l'ANGZO, que ce soit, comment dirais-je, la haute administration. Et c'est vrai qu'il a cassé ça en mettant aussi des ambassadeurs qui sont plutôt des VRP. Mais quand même, ce que dit Geoffroy, et plus, il faut aller plus loin. La France, je sais que nos auditeurs sont pas très satisfaits et n'aiment pas cet engagement. La France, elle est historiquement liée à ce Proche et ce Moyen-Orient. Elle a perdu toute sa force et sa puissance dans le conflit israélo-palestinien, mais elle a une voix qui porte encore dans le monde arabe. Et évidemment, nous sommes liés, évidemment, inextricablement avec le Liban et la Syrie. Donc c'est normal qu'on y soit. Omar Youssef Souleiman, vous avez tweeté il y a peu, 10 ans après l'attentat contre Charlie Hebdo, le chaos en Syrie offre une nouvelle opportunité aux djihadistes, mais la chute de Bachar al-Assad a aussi réveillé les forces laïques dans la région. La France étant un pays laïque, on peut agir là-dessus aussi. Oui, bien sûr, et ce qu'on souhaite dès le début de la révolution syrienne, avoir un État laïque et un État de droit surtout. Donc, encore une fois, la France peut avoir un rôle à jouer là-dedans, tout en soutenant les laïcs syriens, vous voyez, qui sont partout aujourd'hui, et à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Ils sont évidemment, malheureusement, ils sont beaucoup moins organisés des islamistes, mais ils peuvent jouer un rôle là-dessus. Hier, justement, HTS a arrêté un écrivain syrien. Là, je l'annonce depuis votre radio, s'appelle Ali Mouin Saleh, qui était toujours opposant au régime d'Assad. Donc ça, c'est inacceptable ce qu'ils font. Vous voyez, par exemple, on a pas mal aussi des Alaouites qui étaient tués ces dernières semaines de la part des membres de HTS. Donc ça, c'est impardonnable. Il faut tout
tout le temps le dire. Il faut, disons, d'une manière ou d'une autre, les emmerder. Je peux demander à Omar, Omar, pardonnez-moi, parce que j'étais justement persuadé que la minorité alaouite, qui est celle dont vient la famille El Assad, j'étais persuadé justement qu'il n'y avait pas eu ce type de purge. Et vous confirmez qu'elles ont eu lieu sur les alaouites? Si, il y a des lieux. C'est pas massif, mais c'est individu, mais c'est inacceptable. Ouais. Alors attendez, parce que là Françoise utilise le terme purge. Est-ce que vous allez aussi loin que ça? Non, ou écoutez, c'est des assassinats ciblés. Hein, non, mais on pose la question. Ouais. Oui. Pardon, je n'ai pas compris la question. Oui, est-ce que Françoise parlait de purge? Est-ce qu'on va jusque-là ou vous évoquez des représailles, on va dire sporadiques? C'est quoi l'intensité contre les alaouites donc? La vengeance, parce que depuis 54 ans, le régime d'Assad a utilisé cette minorité comme une carte. La plupart, il ne faut pas oublier non plus que la plupart des chefs des services de renseignement qui ont torturé les Syriens étaient des Alaouites. Donc il y a ce regard envers les Alaouites comme des responsables des crimes commis par le régime d'Assad. Donc il y a pas mal de vengeances, il y avait pas mal de vengeances ces dernières semaines. Et on a des photos, des vidéos, des membres, donc HTS doivent être aussi au courant que rien n'est invisible aujourd'hui. Un jour, parce qu'au bout d'un moment, on cherche encore une fois un état de droit. Ce qui se passe, c'est extrêmement dangereux si sera appliqué d'une manière massive. On vous a entendu, Omar Youssef. Souleymane, pardon, je suis obligée de vous arrêter parce qu'on est pris par le temps et là c'est un débat passionnant. Mais on va être obligé de rendre l'antenne. Alors Omar Youssef Souleymane, je rappelle que vous êtes journaliste, poète et écrivain syrien et français. C'est important parce que vous êtes fier d'être français. Vous avez écrit un livre là-dessus qui s'appelle Être français chez Flammarion. Et un petit mot sur vous quand même, parce que quand vous avez déclaré à votre père qu'un poème d'Éluard vaut davantage que les propos de Mohamed, votre père vous a renié et vous avez continué tout droit. Et franchement, chapeau, bravo, continuez comme ça, Omar Souleymane. Merci beaucoup, Judith. À très bientôt. Merci de vos éclairages. Bon, 95%, on a bien compris, en tout cas sur la question. Les auditeurs de Sud Radio n'y croient pas au retour de la France sur la scène internationale.